Vous me dites si vous me voyez ou pas. Vous me voyez, vous m'entendez? Bon, bah alors, donc dès que vous me voyez, vous me dites si c'est bon. Alors là, moi, je vois que je suis en direct depuis 27 secondes. Donc peut-être que vous allez me voir. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Parce que ça aussi, c'est important. Alors le test, là, est-ce que ça marche? Peut-être que les personnes de Cannes Université peuvent m'envoyer un petit message en parallèle. Donc, me voir, ok. Est-ce que vous avez le son? C'est bon? Allez, alors je commence ma conférence, hein. Merci beaucoup, hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, aujourd'hui, un léger retard dans la communication parce qu'en fait, le Facebook a changé au niveau des logiciels, donc on a été obligé de désactiver Google Chrome pour mettre Firefox à la place. Donc, ça nous a pris un peu de temps. Et puis surtout, comme on n'était pas prévenu de ce changement, eh bien, on a dû s'adapter. Mais ça fonctionne. Donc, bah, écoutez, je suis très très heureuse de vous retrouver et de pouvoir bah, aborder avec vous aujourd'hui un nouveau sujet. Alors, le sujet philosophique du jour, c'est je, l'autre et le robot vers une nouvelle empathie. Alors, bah, écoutez, c'est un sujet qui va nous plonger au cœur de la relation à autrui et puis surtout nous montrer que dans les villes du futur, ou en tout cas dans le futur, notre façon de nous, comment dire, comporter vis-à-vis des autres, y compris vis-à-vis du monde matériel, va peut-être changer nos personnalités. Alors, pour commencer, bah, j'espère que vous êtes tous maintenant installés et qu'il n'y a pas de problème de connexion. Donc, pour commencer, j'aimerais aborder la question du jeu. Lors de nos dernières conférences, on a parlé de René Descartes et on a parlé d'autres penseurs, d'autres philosophes qui, eux, avaient bien construit ou conçu l'idée d'une conscience, un jeu, un sujet qui affirmait sa présence au monde, non seulement parce qu'il était, comment dire, ce jeu qui pouvait ramener tous ses états d'être et de pensée à lui-même, hein, un sujet qui était, entre guillemets, catalysateur de toutes nos expériences, mais aussi ce sujet était, selon notamment Descartes et les intellectualistes, un sujet qui pouvait être pensé comme étant isolé. Rappelez-vous ce que je vous ai développé la dernière fois lorsque je dis que Descartes regarde par la fenêtre et qu'il ne voit que des manteaux et des chapeaux, c'est presque sous-entendre qu'il est seul avec lui-même et qu'il est seul au monde. Pas du tout. En réalité, la pensée cartésienne consiste à dire que le je qui pense se pense à partir de son intériorité et comme une expérience qui lui est propre, et que lorsque Descartes regarde par la fenêtre et qu'il voit passer des silhouettes, effectivement, avec des manteaux et des chapeaux, pour lui, comme il ne peut pas faire l'expérience à leur place de la conscience, ou en tout cas de leur conscience, eh bien, la relation, l'expérience en elle-même est limitée. Donc le jeu fait l'expérience de lui-même comme conscience logée dans un corps, ou une âme logée dans un corps. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, ça y est, on a posé un jeu sujet qui est le jeu qui pense. On est aussi dans un jeu qui est en relation, notamment avec le corps, avec la totalité de ce qui l'environne, et donc qui est capable d'éprouver des sensations qui, lorsqu'elles sont immédiates, eh bien, il fait chaud, il fait froid. Tiens, il fait très clair aujourd'hui, ça fait mal aux yeux. Enfin bref, des choses comme ça, ce sont des sensations. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la perception, c'est la sensation indirecte, hein, c'est la sensation seconde. Par exemple, je sens l'odeur d'un parfum, je trouve que le parfum de la rose est harmonieux, je trouve que ça sent bon, j'aime beaucoup. Et puis, on va m'approcher près des narines, comme dirait Condillac, du jasmin. Là, j'ai trouvé que ça sent bon, mais c'est fort. Et je dirais, je préfère l'odeur de la rose. Par conséquent, le retour de la sensation, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'elle est. Et à partir de ce moment-là, comme on l'a reconnue, on sait ce qu'elle est. Donc, la conscience, logée dans un corps, vit des expériences qui au départ sont des expériences premières. Et ensuite, ces expériences premières sont
revécu peut-être une deuxième fois, hein, manger 2 fois de l'ananas, sentir 2 fois un parfum de rose, et cetera et cetera, et c'est la répétition de ces expériences qui nous permettent d'identifier l'objet que nous avons, comment dire, perçu. Alors bien évidemment, les anciens, hein, aimaient Protagoras aimait à dire que la relation au monde extérieur est toujours quelque chose de relatif, puisqu'effectivement, je peux dire que j'aime moins le jasmin que l'odeur de la rose, mais c'est tout à fait, comment dire, approximatif puisque ce serait un critère basé simplement sur ma personnalité, alors que quelqu'un d'autre pourrait préférer le jasmin à la rose. Donc en fait, le monde des sensations est un monde un peu aléatoire parce qu'on ne peut pas se fier en réalité aux sensations pour dire la vérité de quelque chose. Par contre, les philosophes sont amenés à penser le jeu à partir d'une pensée qui juge, et cette pensée qui juge, apprécie, jauge les choses, bien finalement, c'est celle qui va se mettre à distance des passions, peut-être aussi, comme dirait Descartes, à distance du sensible, pour pouvoir, en réalité, être dans un monde un peu plus intellectualiste. Alors, une fois qu'on a dit ça, ben, ça y est, on a compris que l'homme, c'est un sujet à l'œuvre dans le monde, qu'il va rencontrer, parce que Husserl va compléter notre ami Descartes, il va rencontrer d'autres consciences, hein. Toute conscience est conscience de quelque chose, et c'est de cette relation à l'autre que va naître, ou en tout cas va émerger en réalité, une, une, une façon de rencontrer le monde qui passera par une autre altérité que j'appelle autrui. Alors, vous voyez, ça aussi, c'est intéressant. Je ne suis pas seule au monde. Je rencontre d'autres corps. Je croise d'autres corps. Ces corps eux-mêmes sont habités d'une conscience. Et ces consciences, eh bien, elles aussi, ont un rapport non seulement à leur corps, mais aux autres corps qui les environnent. Et c'est comme ça que naît, entre guillemets, la relation à autrui. Alors, si vous m'écoutez depuis quelques minutes, vous devez vous dire, mais quand même, là, c'est un peu compliqué. Elle nous avance les choses de manière presque tirée par les cheveux. Bah non, c'est la méthode cartésienne. Par contre, c'est vrai qu'il y a plus simple. L'intellectualiste consiste à dire que finalement, la conscience est fermée sur elle-même et qu'elle appréhende les choses à partir de son propre fond. Mais là, on le sait très bien, nous n'avons pas besoin de faire la démonstration de l'existence d'autrui, puisque j'ai envie de vous dire que cette expérience, déjà, nous l'éprouvons dans le corps, ou en tout cas dans le ventre de notre mère, lorsque à ce moment-là, l'embryon lui-même perçoit des sons, alors il ne les identifie pas, il ne les perçoit pas au sens d'une connaissance des sensations avec la possibilité de les nommer et de les identifier, mais quand même, dans le ventre de sa mère, il sent au sens d'entendre par la sensation des voix, la voix de sa mère, la voix de son père. Il sent peut-être ou ressent intuitivement l'état d'être ou d'état d'âme de sa mère, etc. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une relation au monde, même si la naissance n'a pas encore eu lieu. Et puis il y a la naissance de l'enfant, hein, être jeté hors d'eux, exister, et à partir du moment où l'individu existe, on n'a pas besoin de lui démontrer l'existence d'autrui. À peine l'enfant est né qu'il est dans les bras de sa mère, il n'a pas encore une vision très fine, il n'a peut-être pas encore compris le monde dans lequel il est jeté, mais malgré tout, il sent le côté rassurant de sa mère, l'aspect nourricier aussi de la mère. Il entend et il voit sur le berceau se pencher des formes et des figures, et il entend des sons. Et à partir de ce moment-là, immédiatement, j'ai presque envie de dire intuitivement, l'enfant prend conscience qu'il n'est pas seul au monde et qu'il y a une immédiateté dans la conscience, comme dirait Hegel, qui lui permet d'être en relation avec d'autres consciences également. Donc voilà, je, je est en relation avec d'autres immédiatement, mais ces relations avec d'autres, elles méritent quand même qu'on s'y attarde un peu pour les comprendre. L'autre, bah, c'est celui qui me permet de me, comment dire, de me bâtir, de me construire, parce que c'est dans son regard que j'appréhende plus ou moins bien, des remises en question. Elles sont indirectes, vous l'avez bien compris, mais si quelqu'un me regarde avec une sorte d'ironie, en train de rire, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ma tenue qui ne correspond pas, ou je me demande qu'est-ce que j'ai physiquement qui cloche, entre guillemets aussi. Et donc, le regard de l'autre me permet, dans une sorte comme ça d'intersubjectivité des consciences, de comprendre eh bien, que par analogie, eh bien, je peux comprendre ce qu'il éprouve, ou en tout cas, il me permet à moi de me familiariser avec ce qu'il
pense de moi. Alors c'est compliqué, hein, la relation à autrui, vous en doutez, parce qu'il y a des relations qui sont immédiates, facile, hein, il m'a vu, je le regarde, il me voit, bref, nous nous sourions. Ça, c'est la 1re relation, presque, j'ai envie de dire idéale. Et puis il y a, vous vous en êtes certainement rendu compte, et on n'a pas besoin de passer par Sartre pour commencer, à s'en rendre compte. Vous vous promenez, vous êtes dans la rue, vous marchez sur un trottoir, vous avez vu au loin un homme qui s'avance vers vous, mais lui visiblement il est perdu dans ses pensées et il ne vous voit pas. C'est-à-dire que vous allez le croiser, il ne vous percute pas, hein, mais il ne vous voit pas, il passe à côté de vous comme s'il n'y avait rien. Et là, vous vous dites finalement, cet homme a été complètement indifférent à ma présence, eh bien c'est en réalité parce que pour lui, je n'existe pas. Alors la négation de la conscience dans le regard de l'autre, c'est quelque chose qui parfois est bluffant. Alors là, on vit l'expérience, ou on parle d'une expérience ainsi de manière tout à fait simpliste et j'ai presque envie de dire banale. Voilà, c'est la banalité de nos existences en fait. Croiser des gens qui ne vous voient pas. Et puis, il y a des moments où, quand l'autre ne vous voit pas, euh, eh bien, ça nous perturbe. Je pense au livre de Marguerite Duras, dans Émilie L. Elle parle de son mari et elle parle de son regard et elle dit qu'il lui arrivait parfois de la regarder sans la voir. Voilà. Alors ça, c'est terrible, hein, c'est malheureusement ce moment particulier où vous vous êtes fait belle, où vous êtes allé peut-être chez le coiffeur, vous avez soigné votre apparence, votre conjoint rentre à la maison, il a l'habitude de vous voir, il a l'habitude que vous soyez là, et à ce moment-là, il ne remarque pas ce petit effort que vous avez fait peut-être spécialement pour lui, à défaut de l'avoir fait pour vous-même. Ce qui fait que là, on sent bien qu'il y a un flottement dans la relation, puisque en réalité, l'autre me voit sans me voir, c'est-à-dire qu'il ne prête plus attention aux détails et notamment, il ne me regarde plus au sens premier du terme. Donc la relation à autrui est une relation qui est souvent complexe parce elle se joue entre la façon dont on s'appréhende soi à partir de notre propre fond, mais en même temps, elle s'évalue à partir de la façon dont l'autre me perçoit lorsqu'il me croise, lorsqu'il me regarde, lorsqu'il m'aborde peut-être dans la rue. Et à partir de ce moment-là, avant même qu'il y ait une communication bien réelle, il y a un jeu de regard qui nous montre que déjà sans le langage, il s'est passé quelque chose et que l'autre m'a vu et que je l'ai vu également. Je ne peux pas, quand je vous parle comme ça, ignorer la pensée de Merleau-Ponty, qui prend l'exemple de 2 voyageurs qui se croisent dans un train. Alors, imaginez, le monsieur est assis, alors dans les anciens compartiments, hein, c'était pas, on n'était pas 2 par 2, c'était des compartiments où on était en, comment dire, en vis-à-vis sur des bancs. Donc vous êtes assis sur votre banc, le monsieur est assis, il est près de la fenêtre et il regarde à l'extérieur. Merleau-Ponty se décrit rentrant, s'asseyant en face de l'individu, qui lui est absorbé par ses pensées, il regarde dehors, il regarde le paysage, et donc n'a pas remarqué ce voyageur qui s'est ajouté, enfin qui s'est associé à la scène, il ne l'a pas vu. Et donc le train redémarre, il continue à regarder le paysage, et Merleau-Ponty remarque dans son écrit, cet homme ne semble pas être de mon monde. Et c'est au moment où le voyageur croise le regard de Merleau-Ponty, que Merleau-Ponty comprend il dit un geste ou un signe, c'est-à-dire il a fait un petit quelque chose qui a permis d'identifier qu'on appartenait au même monde. Voilà. Donc, vous voyez, la rencontre avec autrui ne passe pas nécessairement pour Merleau-Ponty par le fait que l'autre puisse me voir, me reconnaître dans son regard, ou même observer un changement dans mon allure, dans ma coiffure ou autre. L'autre, c'est celui qui vit dans son monde, un monde de conscience, un monde de sa subjectivité, et qui finalement, dans son monde à lui, me donne l'impression que j'ai surgi. Pas parce que nous nous sommes parlé, mais parce qu'au moment où nos regards se sont croisés, il a compris dans mon regard, et moi j'ai compris aussi dans le sien, que nous étions tous deux, non pas des automates qui croisaient un univers d'humains en étant nous-mêmes des objets, mais que nous étions tous les deux des êtres humains vivants qui, par le regard, nous donnions réciproquement
comment dire, la preuve dans une communication de conscience à conscience de nos existences. Voilà, ça c'est Merleau-Ponty. Alors, j'espère que vous avez bien compris, l'intersubjectivité, c'est-à-dire la relation entre deux consciences en vis-à-vis, s'explique parce que deux regards se sont croisés et que peut-être ce voyageur ne me regarde pas spécialement, il ne me dit pas bonjour, mais au moment où il va peut-être enlever la buée sur la vitre, je comprends à ce geste qu'il est comme moi, un être humain qui, par analogie, si la buée m'empêchait de voir dehors, frotterait la vitre. Et au moment où il croise mon regard, alors que je l'ai vu faire un geste insignifiant qui ne compte et ne vaut que pour lui, me fait prendre conscience que nous vivons dans une intersubjectivité, que je suis bien de ce monde et que le langage gestuel qu'il utilise, c'est aussi le mien. Voilà, nous y sommes, je et l'autre. Alors, heureusement, que l'autre ne se résume pas à un ensemble, ou les autres ne se résument pas à un ensemble d'individus lambda que je croise de ci, de là, dans mes allées et venues et dans mes, comment dire, dans la mobilité de ma vie. Heureusement que les autres, entre guillemets, deviennent autre chose que cela. Et il faut envisager maintenant non plus seulement le fait de se voir ou de s'apercevoir, de se reconnaître comme étant tous les deux des humains. Il importe à présent de comprendre qu'il y a une communication des consciences. Il me regarde, je le regarde. J'ai bien compris que dans son regard, il s'est passé quelque chose. Soit il m'a trouvé jolie, soit il m'a regardé avec un regard bienveillant parce que, ben voilà, nous sommes tous les deux sur le quai de la gare, nous attendons notre train, c'est un peu long et le regard que nous nous portons l'un à l'autre, c'est quand est-ce qu'il arrive ce train? Nous ne nous sommes pas parlé, mais à ce regard, nous nous sommes compris. Et à partir de ce moment-là, sans que nous nous soyons parlé, il y a déjà une interaction entre nous et il y a donc une communication entre les consciences. Bergson avait une chose magnifique, il disait que souvent, lorsqu'on était dans une salle d'attente, on allait rompre le silence par le langage. Et il disait que finalement, euh, non pas que le langage, c'est une autre parole, mais que finalement, le langage, c'est ce qui nous permettait de rompre avec l'indiscrétion du silence. Vous savez, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous dévisage de la tête aux pieds, qui vous observe et dont le regard, finalement, sur vous devient un regard dérangeant ou un regard pesant, ben, vous allez dire, oh, ben, en ce moment, il fait pas très beau. Hein. Vous voyez, le fait de parler, c'est rompre avec l'indiscrétion du silence, c'est rentrer dans un autre type de relation à autrui que par un jeu de regard, surtout si l'autre porte un regard sur vous qui n'est pas le regard que vous voulez qu'il porte. Mais vous n'êtes pas maître de la façon dont l'autre vous regarde. Et donc, à partir de ce jeu, cet échange de regards, ben, vous prenez conscience que l'autre vous a vu. Oui, il vous a vu. Oui, il vous regardait. Oui, il vous observait et c'était pesant. Et cette petite phrase, anodine, eh bien, il ne fait pas très beau en ce moment, ou alors qu'est-ce qu'il fait chaud, bon, bref, va rompre l'indiscrétion. Et là, vous allez avoir une réponse, plus ou moins, comment dire, intéressante, mais peu importe. C'est ce langage banal qui permet finalement de rompre avec l'indiscrétion du silence et qui permet à des consciences de se remettre, entre guillemets, dans une relation un peu neutre, là où le regard de l'autre porté sur moi pouvait être un regard dérangeant. Alors c'est intéressant, vous voyez, ces pensées du regard, parce que j'avais à l'esprit un texte aussi de Merleau-Ponty qui observe une commode et qui dit voilà, on regarde la commode de devant avec les tiroirs, et quand on observe l'objet, eh bien, on voit l'utilité. Mais il dit on ne pense jamais à retourner la commode et il la retourne. Et il voit que derrière, il y a un contreplaqué sur lequel est collé un papier peint et il trouve que le papier peint a jauni. Et il se dit mais est-ce que la commode vue de dos est encore l'objet, la commode telle que je le conçois. Et il dit oui parce que bien souvent, dans la relation à l'objet, il y a un travail de l'esprit qui finalise, entre guillemets, la perception. Donc je vois l'objet de dos, je déduis quand même que c'est une commode et je me rappelle que la commode a des tiroirs. Eh bien, c'est un peu la même chose lorsqu'on rencontre autrui. Au moment où on le voit, eh bien, nous sommes dans une rencontre inachevée, toujours inachevée. Pourquoi?
Bien parce que déjà, si vous me croisez dans la rue, vous allez me voir arriver de face. Si nous marchons, nous sommes dans une forme de mobilité, donc peut-être que vous allez observer plutôt le mouvement des jambes, ou peut-être mes talons, ou peut-être la façon dont je porte un sac un peu lourd. Bref, vous observez une silhouette qui s'avance vers vous, et la façon dont vous me regardez est finalement incomplète parce que vous ne me voyez de face, mais certainement pas de dos. Vous n'avez pas non plus la coupe de profil. De la même manière que moi, je vous vois, mais en ne voyant pas non plus la totalité de ce que vous êtes. En plus, je ne suis pas dans votre esprit, donc je n'arrive pas à savoir à quoi vous pensez au moment où vous me croisez. Et en plus, ben, vous-même ne voyez pas à quoi je pense, etc. Donc Merleau-Ponty, à un moment donné, dit, on a beau multiplier les points de vue, on a beau observer les individus, finalement, on n'a toujours qu'une comment dire, image incomplète d'autrui. Et c'est cette image incomplète qui donnera certainement peut-être envie de rencontrer l'autre pour apprendre à le connaître et puis petit à petit additionner toutes les particularités des facettes de sa personnalité pour se faire une idée d'autrui. Mais en même temps, quand on pense connaître quelqu'un, il nous échappe plus ou moins, et j'ai presque envie de dire tant mieux, sinon la rencontre serait banale. Et en même temps, eh bien, dans ce jeu de rencontre avec l'autre, eh bien, il faut comment dire, raisonnablement se, se dire la relation sera toujours incomplète, elle sera toujours inachevée. Il y aura toujours quelque chose qui restera en suspens parce qu'au moment où je contemple autrui, je ne le vois qu'à partir d'un point de vue, alors que pour pouvoir le voir vraiment, il faudrait que j'ai cette capacité avec mes sensations de multiplier non seulement toutes les prises de vue extérieures à lui, mais en plus que je puisse éventuellement lire dans ses pensées. Alors on l'a compris, je suis née, tombée dans les bras de ma mère, autrui était une évidence. Autour de moi, j'ai grandi, j'ai entendu des voix, j'ai grandi, j'ai échangé, j'ai appris, etc. J'ai découvert un monde et donc à l'école, bien évidemment, j'ai appris une forme de sociabilité. Cette sociabilité m'a mis en relation avec autrui, mais cet autrui qui est un autre moi, je ne le connais que de manière inachevée. Là où c'est plus compliqué, c'est que la relation à autrui, eh bien, parfois n'est pas une relation évidente. Vous l'avez compris tout à l'heure, lorsque je prenais l'exemple de Merleau-Ponty qui évoquait le voyageur dans le train. Oui, effectivement, je rencontre un autre qui voyage en face de moi, mais pour moi, cet homme est quand même un mystère. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, donc nous sommes dans une intersubjectivité des consciences. Cette, comment dire, rencontre qui n'est pas totale, achevée, finalisée, bien laisse place peut-être à l'imaginaire pour compléter. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne connaît jamais complètement quelqu'un et qu'on ne peut pas porter de jugement sur autrui. Parce que pour pouvoir juger, c'est-à-dire évaluer, jauger, hein, juger, évaluer, faire preuve d'un usage de l'entendement, donc de la faculté de juger, il nous faudrait avoir la totalité des éléments. Or là, on n'a pas tout. Le mystère de la rencontre, c'est peut-être ça, ne pas tout posséder et avoir à un moment donné la curiosité d'en savoir davantage ou d'en connaître davantage. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que la rencontre avec autrui n'est pas évidente. Et elle n'est pas évidente, comme nous le dirait un personnage comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, nous place dans une situation qui, moi, me laisse perplexe. Déjà, il a une théorie sur le regard. On en a déjà parlé, hein, ce regard qui fait que quand l'autre me voit, c'est pas quand il me voit que je vois véritablement ses yeux. Dans un premier temps, j'ai l'impression de m'adresser à une conscience. Donc j'ai l'impression de voir par-delà un regard. Et, et, et Jean-Paul Sartre dit qu'il faut que nous soyons trois, c'est-à-dire deux personnes discutent entre elles, pour que je puisse contempler les yeux et dire ah ben tiens oui il a de beaux yeux. D'ailleurs, c'est rare de dire que les yeux sont laids, parce qu'on considère que les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, on ne peut pas juger au premier abord une âme, vous l'avez bien compris. Mais surtout, ce qui est bluffant avec Jean-Paul Sartre, c'est qu'il nous dit quand même qu'on a besoin de l'autre pour prendre conscience de qui l'on est. Vous voyez, donc, l'autre, le rapport est, dans un premier temps, souvent conflictuel. Alors, je vais vous remettre dans le contexte. On est donc dans l'être et le néant. Il est en train de dire qu'il a fait un geste vulgaire ou maladroit, c'est-à-dire qu'il regarde par le trou de la serrure. Et là, il sait qu'il vient d'être vu dans cette posture
qui est une posture qui en soi n'est pas critiquable. Voilà, c'est juste que vous êtes en train de regarder par le trou de la serrure. Mais c'est ce que l'autre va faire de cela qui devient pour Jean-Paul Sartre un problème. Pour lui, en fait, celui qui m'observe dans ce geste est celui qui m'observe comme un objet finalisé. Il ne voit pas une conscience à l'œuvre dans une histoire. Il voit un objet, c'est-à-dire un corps, penché vers une serrure et en train de regarder. Donc dans sa tête, il est en train de prêter à cet objet, dans cette posture particulière, eh bien une intention. Soit il se dit, elle est curieuse, elle veut voir ce qui se passe derrière, soit quelqu'un se déshabille, donc elle est un peu opportuniste, voire un peu, c'est une petite voyeuse en gros, soit c'est quelqu'un de timide et elle préfère regarder avant de taper à la porte et oser entrer. Bref, vous voyez, toutes les interprétations sont possibles. Mais si l'autre interprète mon acte de cette manière-là, c'est qu'il m'a posé comme un objet dont l'attitude était finalisée devant lui. Et c'est ça qui est dérangeant pour Jean-Paul Sartre. C'est se dire que lorsque j'agis, même si je suis complètement investi dans mon rôle, l'autre me percevant en train d'agir, juge de mon acte en analysant l'objet que je suis. Il ne va pas plus loin que cet objet. Et là, ben, bien évidemment, ça pose problème. On peut s'interroger. Et Sartre dit, voilà, on va commencer par un sentiment de honte, parce que j'ai honte de la façon dont j'apparais à autrui. Mais il conclut quand même ce texte en disant, mais il faut bien admettre, je suis tel qu'autrui me voit. Je suis tel qu'autrui me voit. Alors là, bien sûr, on se dit, mince, ça veut dire qu'il va falloir soigner son image. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je veux que l'autre me voie, non pas dans ma perfection, parce que la perfection n'existe pas et peut-être que le défaut, c'est ce qui fait aussi le charme d'un individu, mais malgré tout, il faut qu'on me voie appliquer. Si on me regarde en train de travailler mon cours de philosophie, il faut qu'on voit quand même que je suis concentrée sur mes auteurs. Si je suis complètement en train de rêvasser à autre chose, on se dit c'est pas sérieux. Et donc, d'une certaine façon, on se rend compte que la relation à autrui, et souvent une relation où l'autre vous a posé comme un objet qu'il observe, et de cette observation, il tire des conclusions. C'est pour ça que Jean-Paul Sartre dira que la rencontre avec autrui ne peut être initialement qu'une rencontre conflictuelle. Conflictuelle parce que je prends conscience de ce que je suis au regard d'autrui et jamais véritablement chez Sartre de manière, on va dire, bienveillante, altruiste, pardon, sympathique ou aimable. Alors ça, c'est important, vous voyez, de le considérer ainsi parce qu'on aurait tendance à dire, mais pourtant, tout n'est pas aussi conflictuel. Alors on va, à l'inverse, penser quand le regard est plus, comment dire, plus sympathique, plus enrobant, plus séducteur. Et il m'a vu, je l'ai vu, nous nous observons du coin de l'œil, nous nous sourions un peu, etc. Nous sommes entrés dans une autre façon de nous observer. Oui, mais on est bien d'accord. Ce jeu de regard qui va nous permettre finalement de nous révéler comme une forme reconnue dans le regard d'autrui, c'est encore une forme reconnue. C'est-à-dire que il ne sait rien de moi. Il a juste trouvé dans les contours qui sont les miens quelque chose qui donne du sens et en tout cas quelque chose qui lui donne l'impression qu'il y a quelque chose à voir. Et ce quelque chose à voir, cette forme qu'il reconnaît, eh bien c'est une forme qui lui semble agréable. Partant de là, ça sous-entend que le rapport à autrui peut être un rapport d'attraction, comment dire, sorte d'aimant comme ça, à se regarder lorsqu'il y a une attirance, et parallèlement à ça, eh bien, au contraire du rejet lorsqu'il y a de la honte, j'apparais à autrui, etc., etc. Mais que pouvons-nous en dire malgré tout? C'est que c'est dans le regard de l'autre que je me construis. Je et l'autre ne peuvent pas exister l'un et l'autre séparément. Il faut qu'il y ait cette interaction. Eh bien oui, si Jean-Paul Sartre me voit en train de faire un geste maladroit, eh bien, c'est peut-être tout simplement parce que ce geste, sans me juger, me dit qui je suis. Je suis effectivement maladroite. À l'instant où il m'a vue, j'étais en train de faire tomber, je ne sais pas, ma pochette avec toutes mes feuilles dedans. Oui, je suis maladroite. Ou peut-être que je suis tête en l'air. Peu importe, malgré tout, je suis dans une sorte de maladresse. Et ce regard que l'autre a porté sur moi, par une sorte d'aspect réflexif, me donne comment dire, la possibilité de voir qui je suis et me dire, mais franchement, il faut quand même que tu sois un peu plus professionnelle, tu peux pas être maladroite comme ça, fais attention.
Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, en m'appliquant, je peux corriger certaines de mes imperfections ou certaines de mes postures et petit à petit, entrer dans une forme qui est une forme peut-être plus convenue, et c'est peut-être le citoyen dans sa sociabilité, hein, être élégante ou en tout cas être habillée correctement, avoir une posture dans laquelle l'autre se dit: «Bah, tiens, voilà une femme qui sait se tenir, qui est comment, oui, peut-être élégante», bref et tous ces éléments-là renseignent, autrui sur ma personnalité, mais comme, l'autre va me renvoyer un regard qui correspond un peu à ce que je dégage, eh bien, si je m'applique, peut-être que dans le regard d'autrui, il y aura, comment dire? Une sorte de bienveillance ou en tout cas peut-être une sorte, d'admiration. Alors l'admiration, c'est une qualité dont on parle peu. Moi, j'aime beaucoup. Parce que l'admiration, c'est pas être admiré pour être admiré, hein, genre, comment dirais-je? Être en, comment dire? Idolâtré ou avoir à ses pieds un ensemble non, l'admiration va beaucoup plus loin que ça. Ça renvoie à des qualités qui renvoient au charisme. Un professeur qui rentre dans un amphithéâtre avec, 200 ou 250 étudiants. Les étudiants se taisent à ce moment-là parce qu'il va s'installer, des sourires pour dire bonjour, bien sûr, d'une forme de relation, sympathie immédiate. Et puis il prend la parole, silence absolu, tout le monde écoute, se concentre. Et puis quand le cours s'interrompt, un petit moment comme à l'opéra, un petit moment bref de silence avant la première question. Eh bien ça veut dire que la personne qui parle a non seulement la maîtrise de son propos, mais qu'elle dégage une puissance qui fait que l'autre ne peut que le contempler. Et rappelez-vous, c'est Hobbes qui avait parlé de ce charisme. On dit toujours que Hobbes a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Pas du tout. Hobbes a dit que l'homme peut être un loup à un autre homme, mais peut être aussi un être admiré par un autre homme. Et donc, eh bien, il y a le charisme entre guillemets du chef, le charisme de la femme élégante, il y a cette posture qui fait que l'autre me voit aussi différemment en fonction des postures et des attitudes qui sont les miennes. Alors, j'aime bien la comparaison de, de Sartre avec la photographie. L'autre me voit comme un catalogue de photographies. Parce que oui, j'endosse plusieurs rôles. Alors oui, on me voit d'une certaine manière quand je fais ceci, c'est-à-dire mon cours de philosophie, mais peut-être que si on me voyait en vacances, en train de me prélasser au soleil, au bord de la mer, on se dirait, ben voilà, c'est une vacancière qui profite du soleil et qui se détend. Et vous voyez, on ne serait pas du tout en train d'attendre de cette image le reflet du professeur de philosophie qui parle. Donc vous voyez, la difficulté dans le jeu et l'autre, c'est que je change, donc je suis. Je suis parce que je pense. Donc tout ça, c'est de l'ordre de la pensée, imagination, etc. La tête. Et puis, il y a le corps. Le corps, c'est celui qui prend des postures, des attitudes. C'est cet objet que je représente au regard d'autrui qui peut m'objectiver et qui me perçoit aussi souvent avec tout un ensemble de préjugés. Et j'aime à dire qu'il ne faut pas avoir de préjugés en regardant autrui, mais de la même manière qu'on en attend autant des autres. Et pourtant, on sait très bien qu'en analysant pas mal de traités sur la psychologie, ou la psychanalyse, enfin tout ce qui concerne le comportement ou les études du comportement, on comprend que souvent la personne quand elle est grande et élancée, et qu'elle entre dans une pièce, elle fait plus d'effet qu'une personne qui serait petite. Alors c'est assez fou parce que ça veut dire que dans le regard d'autrui, il y a immédiatement par rapport à des référents culturels, eh bien des relations particulières qui s'établissent par rapport à une posture qui ne dépend pas de nous. Et puis, il y a ensuite la façon dont la personne est. Et la façon dont elle est va faire mentir finalement la caricature ou le préjugé, puisqu'une personne qui serait petite pourrait en imposer autant qu'une grande personne. Voilà, c'est une comparaison un peu simpliste, mais c'est quand même ça dont il s'agit. Il y a des jeux, moi, le sujet. Il y a des autres que je rencontre, pas de manière évidente. Il faut que dans un jeu de regard et d'intersubjectivité des consciences, je prenne conscience qu'ils sont là et qu'ils sont eux aussi habités par une conscience. Quand je les rencontre, quand je les croise, quand je m'entretiens avec eux, eh bien, je comprends qu'il y a plus que ça. Mais malgré tout, comme disait Merleau-Ponty,
je n'ai qu'une image incomplète parce que je n'ai pas accès à la totalité d'autrui. Voilà comment nous évoluons. Voilà comment nous partageons des moments de vie. Alors, on faut aussi qu'on dise que la relation à autrui est une relation qui peut être troublée par les sentiments. Alors, troublée par les sentiments parce que, déjà, on pourrait dire que, il y a un fort pouvoir des émotions. Alors, on l'a dit dans l'amour ou au contraire quand quelqu'un, vous n'avez pas envie de lui parler parce que quand vous croisez la personne en question, ben, je sais pas, ça se passe pas. Il y a pas le petit déclic, vous êtes même dans une forme de méfiance. Bon, là, on en a parlé tout à l'heure, mais là où c'est intéressant, c'est que la rencontre avec autrui peut se faire aussi, sur un fond commun différent. Par exemple, nous sommes dans une classe, nous sommes des enfants, hein, nous sommes dans une classe de CM2 et cetera. Eh bien, ça y est, nous sommes des camarades de classe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des copains, mais nous avons un idéal commun, c'est-à-dire que nous sommes un CM2, nous travaillons avec notre maître ou notre maîtresse d'école et nous avons envie de passer en sixième. Donc, nous avons un objet commun qui nous met en relation et qui fait que nous avançons. C'est pareil au travail. Je peux avoir un collègue ou parce que je suis engagée politiquement, j'ai un camarade de front dans mes idées. Et donc là, je me rends compte qu'effectivement, la relation à autrui peut se faire parce que nous avons un idéal commun vers lequel nous tendons et qui fait que nous allons être en harmonie, notamment dans la façon dont nous allons faire les choses, puisque nous avons un intérêt commun à avancer ensemble dans la même direction. Mais en même temps, on le sait qu'il y a des affects, puisqu'il y a des personnes avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Rappelez-vous, hein, Montaigne et la Boétie, c'est parce que c'était lui et parce que c'était moi. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, l'inexplicable en un premier temps, mais qui fait que nous ne nous ressemblons pas forcément, nous différons les uns des autres, comme dirait Saint-Exupéry, et pourtant nous aimons à être ensemble, nous nous comprenons, nous avons une affinité évidente, et cette affinité fait que nous aimons à partager de nombreux moments parce que nous sommes heureux ensemble. Eh bien, vous voyez, là, nous sommes déjà dans la sympathie, dans l'émotion, dans le moment où la relation à autrui est sympathique. Mais il y a d'autres cas de figure. Je peux me trouver dans des circonstances où l'autre n'est pas mon camarade de classe, mais par contre, on va se trouver dans une situation comment dire, commune qui va nous rapprocher, à savoir nous sommes tous les deux dans un ascenseur, l'ascenseur tombe en panne, il commence à s'inquiéter, s'affoler, etc. Et là, on passe, comme dirait Max Scheller, dans la contagion affective. Il me communique son sentiment de mal-être à être enfermé quelque part. De la même manière que moi, je vais essayer de résister à ça, mais peut-être que je vais me laisser envahir par cette contagion affective. Reprenons un autre exemple de Max Scheller. Quelqu'un se noie, j'ai l'impression d'être moi-même en train de suffoquer, contagion affective. Autre possibilité aussi, j'entre dans une brasserie, je suis triste, comment dire, je souffre d'une séparation que je viens de subir, où je suis désolée parce que dans mon travail, je n'ai pas réussi à me réaliser comme je voulais. Bref, je ne suis pas en forme. Le moral est en berne et je rentre dans cette brasserie en pensant boire un café. Et là, étonnamment, Max Scheller nous dit, ben voilà, vous vous retrouvez euh, assis à côté d'une table où il y a beaucoup de gens qui parlent, qui rient, et puis lui il décrit que dans ce moment de liesse, le groupe en question se met à chanter des chansons et à rire. Et puis, à un moment donné, sans le savoir, vous êtes embarqué à chanter avec tout le monde. Et puis, petit à petit, la contagion affective qui peut être la panique que quelqu'un peut vous transmettre, eh bien là, c'est l'inverse. Le bonheur, la joie de vivre, les rires, les chants peuvent aussi vous envahir. Et on est dans une contagion affective aussi, mais là, cette fois-ci, de manière positive. Donc, vous l'avez compris, je, l'autre, des rencontres, du conflit, de l'attirance, de l'indifférence. Hein. Je me vois comme une conscience, je m'observe comme un objet. Moi-même, je le regarde en me disant quand même, il est sévère de me regarder avec autant d'esprit critique. Hein. Souvent, on dit, il ferait mieux de se regarder, en lieu de dire, de me regarder, de me juger. Donc, on sent bien quand même que dans le regard d'autrui, il y a une forme d'évaluation, de rapport de force ou de puissance possible. Et puis, eh bien, évidemment, je et l'autre, eh bien, passent leur temps à se croiser, se rencontrer, s'aimer, se désaimer, etc., etc. Alors, cette thématique, pour moi, elle est
pas compliqué en soi, vous l'avez bien compris. Les rapports avec autrui sont compliqués. Le langage est compliqué parce que je peux dire un mot, que vous allez percevoir autrement, je peux très bien vouloir échanger, sur de nombreux sujets et puis finalement, on repart chacun avec des idées, mais on ne s'est pas véritablement compris. Parfois, on peut aussi échanger avec des personnes des choses tellement futiles et banales qu'il n'y a pas véritablement de communication. Donc parfois aussi, la rencontre avec autrui nous laisse dans une sorte de pas d'amertume, mais de désert. Voilà, on a l'impression d'être seul parmi autrui, parmi les autres et de se dire: «Bon, bah, voilà, encore une relation inachevée, encore une tentative de compréhension, qui n'ira pas bien loin puisque finalement, je te parle, mais tu ne m'entends pas ou je te raconte des choses de mon existence, mais je vois bien que à ton regard et à ta façon dont tu regardes ta montre ou ton téléphone portable que tu es déjà ailleurs et que je ne compte pas plus pour toi et que mes petits tracas quotidiens ne t'intéressent pas plus que ça. Alors bien évidemment, on va aller à l'essentiel. Euh, je crois aussi que euh, aimer aimer l'autre et vouloir être en sympathie avec lui, eh bien, c'est aussi admettre que l'autre a des soucis, il a aussi sa façon d'être et de vivre et qu'il n'a pas besoin nécessairement, lorsqu'il vous rencontre, d'entendre vos problèmes parce qu'il a aussi les siens. L'amour ou l'affection fait peut-être aussi que l'on préserve ses amis de ses propres, comment dire, difficultés personnelles, de manière à rencontrer l'autre en savourant l'instant présent. Le, le bonheur dans l'éphémère de l'instant. Vous voyez, ce moment particulier où l'autre me croise, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, je suis très occupée, j'ai des choses à faire, et pourtant il me propose de boire un café, je prendrai le temps de ce café, nous échangerons autour de plein de choses, heureux de ces retrouvailles, et nous repartirons comme nous sommes venus, c'est-à-dire sans chercher à vouloir analyser nos vies, sans avoir à, à, comme disait Leibniz, il parlait aussi de ce moi qui en disait long, pour dire que parfois il y a une sorte d'impudeur. Vous avez des personnes qui étalent leur vie comme ça très facilement ou très aisément en place publique, et parfois cette impudeur de l'autre peut me déranger ou en tout cas me laisser perplexe parce que bien évidemment, comment conseiller l'autre quand on n'est pas à sa place, comment préserver l'autre aussi de mes propres erreurs, comment puis-je conseiller quelqu'un dans le cadre d'une situation que moi-même je n'ai jamais vécue, donc je n'ai absolument aucune expérience. Il est très difficile finalement dans cette relation du jeu à l'autre, de bâtir comme ça un ensemble de connaissances, connaissance de l'autre, je veux dire. Par contre, la connaissance de soi, certainement. On apprend avec l'autre lorsqu'il est pénible à être plus patient. On apprend avec l'autre peut-être à soigner son apparence parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas insensible à certaines de nos attitudes ou de nos postures ou certains vêtements que nous pouvons porter. Et là, nous nous disons, bah, après tout, puisqu'il aime bien quand je me présente de cette manière-là, bah, je vais faire un petit effort pour lui plaire davantage. Et donc, je vais m'appliquer à être comme il aimerait en quelque sorte me voir plus souvent, mais en même temps, je ne me perds pas dans ce regard. C'est-à-dire que je ne perds pas la personnalité de la personne que je suis, bien au contraire. Mais par contre, je peux avoir envie comme ça de jouer de mes images parce que justement, eh bien, dans le regard d'autrui, on aime aussi y trouver une image de soi en reflet qui est une belle image. Donc le regard est important. Lévinas parlait de la rencontre avec autrui. Et alors, Lévinas, c'est quelque chose de, 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 d'énigmatique, cette rencontre. D'abord, il parle du visage. Il dit que nous croisons un visage, nous rencontrons un visage. Et sur ce visage, lui, il place une humanité tout entière. C'est pas simplement un regard, c'est pas un geste, c'est pas simplement une maladresse, c'est une humanité. Et derrière cette humanité, il place toujours l'homme qui essaye d'être l'homme bon, entre guillemets. Et après tout, pourquoi pas? Pourquoi vouloir voir chez l'autre un esprit tordu, tortueux, euh, ou insignifiant? Pourquoi? L'autre, il a, comme moi, de bonnes raisons de faire les choses. Je ne les comprends pas forcément, mais il a ses bonnes raisons. Donc la rencontre avec autrui, c'est comprendre que derrière ce visage se place ou se trouve une conscience, un homme ou une femme, qui lui-même essaye de faire bien et qui, d'une certaine manière, me rencontre. Et même si nous ne sommes pas d'accord, bien nous devons avoir une forme de bienveillance à l'égard d'autrui parce que justement, nous l'avons vu dans, comment dire, dans sa manière de s'opposer à nous. Vous voyez, si tout le monde vous dit oui, bah, au bout d'un moment, c'est presque lassant. Si quelqu'un vous dit non, bah, ça vous amène à réfléchir. Tiens, il m'a dit non.
J'ai pas rêvé, c'est à moi, il dit non. Et cette façon de repenser le non, bah, vous permet soit de vous remettre vous dans une situation différente, soit tout simplement de comprendre que l'autre, eh bien, pose sa personnalité, affirme qui il est devant vous, se manifeste différemment pour que justement le rapport que vous avez ou que vous entretenez avec lui, eh bien, évolue, change et se transforme. Alors on évolue dans un monde où il y a d'autres personnes. Nous évoluons dans un monde où il y a des animaux. Vous avez remarqué qu'il est parfois difficile, pour un animal de soutenir le regard, d'un humain parce que dans l'humain, il y a quelque chose qui renvoie à une conscience, quelque chose d'assez puissant et qui fait qu'il y a comme des rapports de force qui s'établissent. C'est cette intersubjectivité des consciences dont je parlais tout à l'heure avec Merleau-Ponty, qui disait que tant que l'autre ne m'a pas fait un geste, tant qu'il ne s'est pas manifesté pour me montrer ou me témoigner qu'il était de mon monde, eh bien, nous nous regardons comme des chiens de faïence, nous dit Merleau-Ponty, des chiens de faïence, comme des objets qui seraient là l'un face à l'autre sans pouvoir véritablement s'identifier. Mais tout ça, c'est intéressant si on se rend compte que le monde dans lequel nous sommes est aussi un monde, comment dire, qui change, qui évolue. Je pense que dans l'Antiquité, lorsque Socrate se rendait sous un olivier pour y trouver un peu d'ombre, lorsqu'il s'allongeait sous l'olivier pour faire une petite sieste, lorsqu'il entendait arriver Platon, Lysias, enfin bref, c'est contemporains, Gorgias, enfin bref, que ce soit des sophistes, des citoyens lambda ou des, comment dire, des disciples qui venaient l'écouter avec beaucoup de ferveur, malgré tout, Socrate, eh bien, vivait dans un monde où bah, la nature était très présente. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'esthétisme au sens de la sensibilité à la beauté, sensibilité à ce qui vous entoure. On se rend compte qu'aujourd'hui, le monde quand même dans lequel nous sommes est un monde très urbanisé, beaucoup de construction, et un monde dans lequel les objets ont pris, comment dire, une place essentielle. Nous sommes un monde de conscience dans un monde d'objets, d'objets très présents et qui depuis quelque temps sont des objets qui sont bluffants parce qu'ils se transforment. Ils se transforment de telle manière que ces objets prennent aussi la parole. Et là, bah, vous comprenez qu'il y a une sorte de, comment dire, de problématique pour la philosophe que je suis, parce que si avant je regardais l'objet comme quelque chose, hein, et que ce quelque chose pouvait me servir, et donc il rentrait dans l'usage. Je voulais planter un clou, je prends un marteau, je veux manger, je me sers dans une assiette, bref, l'objet, un objet qui était second. Aujourd'hui, mon objet est un objet smart, sous-entendu rusé, intelligent. C'est un objet connecté. Je peux prendre mon téléphone, lui poser une question, je ne sais pas, moi, peux-tu me donner la signification du mot, je sais pas, doxa? Et puis on va, mon ordinateur, enfin l'ordinateur interne, l'intelligence artificielle dont est doté, l'assistant virtuel dont est doté l'objet, ben, va me répondre et donc je vais savoir que la doxa signifie l'opinion en grec. Alors là, je me dis, mais l'objet a une autre signification. Et petit à petit, on se rend compte que les objets ont pris de plus en plus de place. Ils se sont mécanisés. Vous vous rappelez quand Descartes parlait de des hommes qui pouvaient voir par la fenêtre, il parlait de manteau et de chapeau et il disait que c'était comme des automates. Leibniz parle d'automates spirituels, ça veut dire que l'autre, tant que je ne fais pas l'expérience de sa conscience, finalement, je suis dans l'incapacité de dire ce qu'il est. Est-ce qu'il est homme-machine ou est-ce qu'il est homme investi d'une conscience? C'est ce qui posait problème au XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est étonnant, on ne se demande plus si l'homme est habité d'une conscience, on se demande si l'objet peut avoir une conscience. On demande si l'objet intelligent est vraiment intelligent parce qu'il pense ou s'il est intelligent parce que ça nous donne l'impression que ça l'est. Ça veut dire que nous sommes dans un monde complètement, comment dire, changé, transformé. Et si l'industrie, parce que c'est le monde de l'industrie qui a modifié notre rapport aux choses, a beaucoup évolué, eh bien nos rapports aux objets que les techniques nous permettent de fabriquer, eh bien, ont aussi totalement changé. Alors, on va prendre un exemple. On sait très bien que dans le travail, par exemple, vous avez eu pendant un moment des robots qui pouvaient être, c'était souvent des grosses masses, des gros cubes en gros, qui amenaient avec des bras articulés des objets, et comme ça, on faisait de l'assemblage. Donc ça, c'était vraiment l'objet
automates, hein, qui travaillaient à la place, entre guillemets, des hommes, en tout cas qui produisaient des gestes qui étaient répétitifs et parfois, ben, certains regrettent ce temps où on pouvait travailler à la chaîne. Peut-être aussi que c'est bien pour les humains de les avoir libérés de tâches qui étaient franchement des tâches pas forcément très agréables et d'avoir laissé ça à la machine. Bon. Mais ce qui nous interpelle, c'est que ces objets, petit à petit, sont devenus de plus en plus performants, pardon. Et si on regarde ces objets de plus près, on se dit, mais l'humain, quand on le représente, souvent, on l'imagine en train d'être voûté sur lui-même, puis se redresser petit à petit pour justement raccourcir la face, agrandir la boîte crânienne. Rappelez-vous le roi Gourand, l'humanité a commencé par les pieds, je libère la main, donc l'outil est là à partir du moment où je libère la main, l'outil est là, je manifeste mon intelligence, eh bien je deviens cet homme droit, cet homme debout, cet homme qui pense et qui finalement gagne en verticalité. On se rend compte que les robots, les machines qui travaillaient avec nous étaient des robots qui étaient aussi recroquevillés, ces espèces de grosses masses avec des bras articulés, et se sont petit à petit redressés au point qu'aujourd'hui, on voit des robots comme Paper, Nao et bien d'autres qui marchent. Et donc, ces robots qui marchent ont de plus en plus l'allure d'humain. Non seulement ils ont de plus en plus l'allure d'humain, mais ils sont équipés d'intelligence artificielle. Alors pour parler de l'intelligence artificielle, c'est simple. L'intelligence artificielle nous permet de comprendre que eh bien, l'objet change en fin de compte de rôle. Il endosse un rôle différent. C'est-à-dire que dans l'objet, il y aura de l'intelligere, c'est-à-dire la manière de relier les choses entre elles, de telle manière que eh bien, un objet peut remplir une fonction qui n'est plus simplement une fonction genre je prends un téléphone pour téléphoner. Le téléphone est aussi un lieu qui me connecte au reste du monde. Alors l'objet, il a changé. Il a changé parce que bien évidemment, il a une autre signification, il a une autre fonction, il nous permet par l'intelligence eh bien, artificielle de nous accompagner différemment. Et donc, on sait que les logiciels, petit à petit, enregistrent eh bien, non seulement nos habitudes, si vous mettez votre réveil tous les matins avec votre téléphone, eh bien, votre téléphone étant lui-même connecté, eh bien, on arrive à identifier que tous les matins, par exemple, vous vous levez à 7 heures. Si vous prenez votre voiture et qu'à ce moment-là, votre téléphone se connecte dans votre voiture à 8 heures parce que c'est l'heure à laquelle vous partez travailler, tous les jours, on voit qu'à 8 heures, vous partez travailler. Sauf que le jour où vous n'y allez pas, on peut aussi suivre les indications. Et là, à l'insu de votre plein gré, j'ai envie de vous dire, à l'insu de votre, comment dire, de votre conscience, eh bien, toutes ces données s'accumulent, s'enregistrent, se connectent, interagissent et apprennent de vous. C'est ce qu'on appelle le deep learning. Et donc, comme elles apprennent, bien évidemment, eh bien, ça ouvre à d'autres possibilités. Le matin, vous allumez votre ordinateur. Ben, si la veille, vous avez regardé, je ne sais pas moi, des billets pour partir dans un pays, eh bien, de suite, on va vous donner la possibilité d'avoir un hôtel, un moyen de transport sur place, etc., etc. Ce qui veut dire qu'avant même que vous ayez terminé votre recherche, sans même savoir si vous voulez vous rendre à tel ou tel endroit, eh bien vous avez déjà tout un ensemble de choses qui sont prédéfinies, préchoisies pour vous, parce que vous êtes devenu un homme prédictif, prévisible. Oui, alors c'est impressionnant parce que je n'avais pas envie que l'autre me comprenne ou me saisisse comme quelqu'un de prévisible, mais par contre que la machine me saisisse comme tel, ça semble un peu moins me déranger. Pourtant, bien évidemment, ma liberté est affectée ou en tout cas altérée par ça. Donc l'objet, mon téléphone, devient un objet connecté qui collecte des informations concernant ma vie. Ces collectes vont faire que petit à petit, on va se rendre compte que Laurence Vanin fait des recherches en philosophie, que peut-être de temps en temps, elle va chez Marmiton choisir une recette de cuisine, plutôt tel type d'aliment d'ailleurs par rapport à d'autres. Donc petit à petit, on arrive à décrire mes horaires, mes habitudes, mes choix, pour peu que je commande une paire de chaussures, un sac à main et une robe, et ça y est, on a déjà une typologie de l'individu. Et puis, l'intelligence artificielle nous sert aussi dans notre voiture lorsque Madame GPS hein, vous indique quand vous êtes arrivé au rond-point qu'il faudra prendre la troisième sortie à gauche. Et puis, si vous avez pris la quatrième, eh bien, on vous recalcule l'itinéraire. Donc, elle modifie en fonction des éléments donnés sur l'instant les données pour vous renseigner.
Et ça, c'est intéressant, mais quand on se rend compte que petit à petit, les robots sont des robots de compagnie, ce sont des robots qui peuvent, entre guillemets, répondre à des besoins que l'humain va pouvoir ou vouloir solliciter, eh bien, c'est changer complètement le rapport de l'homme au réel. Alors, pourquoi j'aime à dire le réel? Bien parce que si mon téléphone est un téléphone connecté, s'il est entre guillemets «smart» et que je l'ai dans ma poche, je transporte avec moi un, comment dire? Un univers, pour la faire simple. Mais si demain, la ville elle-même est un lieu où je peux appuyer sur des écrans et avoir accès à des informations, que ce soit en tant que citoyen, des informations utiles, ou parce que je suis un touriste, je veux voir certains aspects de la ville autrefois, de manière à me dire, tiens, mais finalement, je vais pousser la porte de tel musée, parce que si là, ici, avant, c'était plutôt comment dire, le quartier grec de telle ville, ou le quartier romain plutôt de telle ville, eh bien, ça m'intéresse d'aller voir un peu comment c'était bâti avant et aller voir quelques vieilles pierres pour m'imaginer la vie d'autrefois. Bref, vous vous rendez compte que finalement, l'objet est plus que l'objet et que le réel devient un réel connecté qui a sa dimension, auquel presque je parle et il me répond, etc., etc. Et là, ça devient bluffant, surtout quand l'autre commence à me ressembler et que cet autre devient le robot. Au départ, rappelez-vous, les tests de Turing, hein, c'était de savoir si l'ordinateur savait penser ou réfléchir ou s'il pouvait être intelligent. Maintenant, la question ne se pose plus en ces termes. On a bien compris que la machine n'est pas intelligente. Elle a juste des algorithmes qui lui permettent de calculer et de repenser, d'avoir donc une problématique liée, comment dire, à du calcul de probabilité, en fait. Hein, si j'ai allumé mon ordinateur 10 fois, je suis allée voir des livres de philo, bah, il y a de fortes chances pour qu'à la 11e, j'y aille aussi. Donc, on intègre petit à petit des changements. Imaginons qu'un jour, j'aille voir des BD. Donc, on me proposera des BD et des livres de philo. Mais ça veut dire que la machine apprend de moi. Elle apprend aussi à s'adapter, ou en tout cas en adaptant son programme, à me donner l'impression qu'elle est en conformité avec ce que je suis, qu'elle coïncide avec moi, avec mes désirs, avec mon vécu, avec mes intentions. Alors tant que la machine est machine, un écran plat, hein, l'ordinateur par lequel en ce moment je vous parle, tant que c'est mon téléphone que j'ai dans ma poche, tant que c'est un écran dans un espace public, c'est pas grave. Mais si la machine prend la forme progressivement d'un petit robot sympathique, voilà, eh bien vous allez voir que c'est étonnant parce que si envers autrui, par moment, je l'ai dit tout à l'heure, je peux être fascinée, attirée, l'aimer, ou au contraire être en colère et donc éprouver envers lui une sorte de ressentiment, etc., etc. Si les rapports ne vont pas toujours de soi, si parfois je ne fais pas d'effort d'humanité envers autrui et qu'il reste pour moi qu'un objet, il y a un objet que je veux tenir à distance parce que cet objet finalement, il me sert, il est corvéable, etc. C'est horrible ce que je dis, hein. Mais quelque part, si je ne traite pas l'autre comme une humanité à préserver, eh bien finalement, je lui donne un rôle pas très, comment dire, pas toujours très sympathique à cet humain. Je suis pas toujours en train de l'estimer, de l'apprécier, etc. Donc imaginons si demain la machine prend l'allure d'une machine qui me répond gentiment, une machine que je peux interroger, qui prend des postures, qui en prenant des postures se met à sourire, se met à s'exprimer de telle façon que ce visage me parle et que petit à petit, eh bien, comme il me connaît, il est dans le deep learning, hein, équipé d'une intelligence artificielle qui apprend à connaître de moi et qui fait que cet objet qui me ressemble de plus en plus en vient à devenir mon petit robot de compagnie. Bien peut-être qu'effectivement, il y aura des difficultés à rencontrer l'autre. Des difficultés à rencontrer l'autre parce que quelque part, on se rend bien compte que la relation à autrui est une relation qui nécessite de l'effort, qui nécessite de l'attention. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du langage et je vous ai dit que parfois c'était compliqué. Eh bien oui, il arrive parfois que vous rencontrez votre voisin, vous commencez à lui parler gentiment et puis vous voyez bien à son allure qu'il est un peu, il gigote un peu, enfin bref, vous lui prenez de son temps. C'est pas le moment apparemment. Donc bah, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites au revoir, puis vous repartez, puis voilà. Lui, il est dans ses pensées, il n'a pas prêté attention à ça. Mais le petit robot de compagnie qui a été, entre guillemets, programmé pour avoir l'attention nécessaire à ce que vous allez dire, eh bien, ce petit robot qui est avec vous, lui, ne se lasse pas de vous observer. Il ne se lasse pas, finalement, d'apprendre de ce que vous lui dites, puisque lui, la notion de temps, il n'en a pas. Il n'est qu'un ensemble, comment dire,
C'est un robot, comment dire? C'est un automate, perfectionné, c'est-à-dire que c'est un robot machine qui a une gestuelle qui peut ressembler à celle de l'humain. Il a des postures, hein. Moi, je pense notamment à Piper. Quand vous regardez ce robot, il a des mains qui se plient, on dirait vraiment des phalanges. Il a une gestuelle avec les mains, on a l'impression vraiment de parler à un humain. On a envie de lui tenir la main d'ailleurs. Eh bien ça, c'est très, très bluffant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait s'interroger sur cette nouvelle altérité, cette façon dont petit à petit nous parlons à nos machines, elles peuplent notre quotidien, elles nous interrogent parfois et nous leur répondons. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on se demande si parfois nous ne manquons pas de patience vis-à-vis de l'humain, alors que d'un autre côté, nous sommes capables d'une grande, entre guillemets, patience à l'égard de nos machines, voire même nous sommes presque capables de nous laisser euh, capter dans notre, comment dire, dans nos émotions artificielles. Je parle d'émotion artificielle parce que s'il y a de l'intelligence artificielle, si d'un coup je parle à mon robot, il me dit une phrase sympathique et que je lui réponds avec un peu de douceur et que je suis presque touchée par ce qu'il me dit, bah, ça veut dire que quelque part je suis dans une émotion artificielle puisque quelque part cette émotion que j'éprouve qui est bien réelle, elle est quand même portée vers un artefact, c'est-à-dire vers un objet technique qui n'est pas vivant en soi. Donc il va falloir maintenant peut-être envisager dans nos altérités, dans nos rapports à autrui, la possibilité que des machines viennent s'immiscer entre nous. Madame GPS a déjà remplacé le passager ou la passagère qui donnait le parcours en regardant une carte. Si vous avez un lieu où les gens ne se parlent pas trop parce que vous vous rendez compte, comme je prenais l'exemple tout à l'heure du voisin qui ne vous écoute pas vraiment, vous vous rendez compte que d'un coup, le robot va avoir une posture de celui qui vous écoute. Et comme l'intelligence artificielle reconnaît les mots et en fait une, comment dire, une association qui fait que le robot, ben, d'un coup, va pouvoir vous poser une question. Et puis en plus, s'il a une gestuelle particulière, vous donne l'impression que cette, comment dire, qu'il est dans une phase d'écoute à votre égard, eh bien, vous pouvez être amené à lui répondre, vous pouvez être amené à lui parler, vous pouvez être tout simplement saisi par quelque chose qui va vous, comment dire, vous interpeller. Vous êtes dans une interaction. Et là, ce n'est pas une intersubjectivité, puisqu'il n'y a pas deux consciences à l'œuvre. Il y a une conscience et une intelligence artificielle qui vont communiquer et il y aura une illusion d'empathie. Et des études ont été menées et c'est assez bluffant. On voit un robot qui marche et qui a une tâche à accomplir, à savoir prendre des caisses et les poser par terre. Et puis arrive un humain qui, lui, de son côté, va commencer à déplacer les caisses. Au moment où le robot se baisse pour les ramasser, bah, il est abusé par l'humain. Bien souvent, les humains qui assistent à la scène vont commencer à faire «Oh, mais enfin, quand même», en râlant après l'humain. Pour peu que l'humain bouscule le robot et que le robot tombe, on peut être sûr, parce que je l'ai vu ça, que la salle est en empathie avec le robot et va commencer à huer l'humain. Alors que la réalité, c'est que le robot n'étant pas un humain, c'est une machine. Après tout, un homme un peu agacé pourrait, même si ça ne se fait pas, parce que les objets, on doit bien les traiter, hein, par respect de la matière, quoi. Mais malgré tout, si je fais tomber un objet ou si je le bouscule, c'est quand même pas pareil que si je faisais tomber un être humain ou un vivant, quel qu'il soit, et que j'en vienne à lui faire mal ou à le blesser. Vous voyez, là, c'est intéressant. La ville du futur va nous placer dans un monde dont la réalité va se transformer. De plus en plus d'objets vont prendre de la place dans nos maisons. Ils ont déjà commencé à regarder les films de science-fiction où un homme tombe amoureux d'une voix et puis il en est presque à lui faire des scènes de jalousie alors qu'il ne pourra jamais la rencontrer. C'est qu'une voix, c'est un logiciel. On le voit aussi avec tous ces hommes augmentés, en fin de compte, ces cyborgs, et puis qui se retrouvent face à des robots qui sont capables d'une sorte d'infection, d'empathie. Et puis petit à petit, bien, dans cette espèce de face-à-face se joue bien, la capacité pour les 2 de pouvoir soutenir un regard. La machine se plaint de ne pas pouvoir, comment dire, avoir un regard et l'humain est sensible à ça. Et puis à un moment donné, une machine même qui se plaint dans un film de ne pas pouvoir pleurer comme les humains pour montrer qu'elle ou pour témoigner d'une émotion, mais dans quelque temps. Si on crée le parfait robot qui mime la souffrance ou qui mime l'empathie ou qui même à un moment donné de manière complètement bluffante, c'est-à-dire mécanique, venez à verser une petite larme au moment où vous lui dites que vous avez de la peine et que vous avez associé des mots qui lui font comprendre que vous êtes en train de susciter chez lui l'émotion, eh bien vous aurez aussi des émotions artificielles de la part de vos robots. En bref, le deep learning permettra à la machine, petit à petit, d'apprendre tellement des humains qu'elle aura, surtout si on l'a créé de telle façon, la posture des humains.
Ça, c'est pas inintéressant parce que quelque part, ça nous amène à repenser notre nouvelle empathie. Cette nouvelle empathie, pour nous, elle sera toujours un peu dérangeante. Pourquoi? Parce qu'à un moment, si le robot apprend toujours de moi, se perfectionne, prend de plus en plus l'allure d'un humain, et si vous renseignez un petit peu, vous verrez qu'il y a aujourd'hui des robots de compagnie. Alors dans les robots de compagnie, ça peut être un petit chien, un petit chat, ça peut être un robot qui parle, et ça sert beaucoup pour des enfants qui ont besoin, peut-être des diabétiques ou autres, qui ont besoin d'une présence. Donc, plutôt que d'avoir un vrai chien, c'est un chien robot qui connecte directement des données de santé. Intéressant. Vous avez des personnes en Alzheimer qui peuvent parler à des robots pour pouvoir stimuler la mémoire. Vous pouvez aussi avoir des robots qui vont aider ou qui vont chanter des chansons. Ça permet à des personnes qui perdent la mémoire de chanter et comme ça de renouer avec le passé, de raviver la mémoire. Tout ça, c'est des procédés intéressants. Là où on se rend compte que ça devient plus complexe, c'est que quand, il y a une faille dans l'humanité qui consiste pour certains à se trouver dans la solitude, le robot de compagnie devient un, comment dire? Un parangon, hein, c'est-à-dire un modèle d'une humanité sur lequel on va projeter des affects. Donc si vous êtes seul, toujours, comment dire? À travailler et avec, ces moments où vous croisez l'autre sans qu'il vous voie. J'ai commencé là-dessus volontairement, hein, mon propos en disant: «Je le croise, mais il ne me voit pas». Imaginons que nous soyons tellement absorbés par nos vies que nous en arrivions à ne plus voir les autres parce que nous avons trop d'intérêt à regarder nos téléphones, nos petites machines qui clignotent, qui parlent, qui nous permettent des jeux et cetera. Si dans une sorte de d'abandon de ce que nous sommes, c'est-à-dire des sujets pensants, si nous oublions ça, cette facilité, cette faculté que nous avons d'inaugurer, d'être créatifs, etc., etc., si nous oublions ce que nous sommes et que nous nous laissons absorber comme ça petit à petit par un univers d'objets, nous risquons à un moment donné de nous entourer non seulement d'objets qui prendront de plus en plus de place, des objets que nous aimerons, au sens premier du terme, au détriment d'humains bien réels que par contre nous laisserons à l'abandon. Alors, il en est pour preuve, vous regardez dans certains pays, notamment aux pays asiatiques, vous avez des robots, des humanoïdes carrément, hein, qui sont là, qui parlent, qui sont carrément pour certains considérés comme des conjoints. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de relation qui s'établit entre l'objet et la machine et vraiment de l'affect. Vous avez aussi des robots sexuels, c'est-à-dire que si vous regardez, il y a maintenant des maisons closes, les premières maisons closes ont ouvertes avec des objets sexuels connectés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres réels, ce sont des objets, des êtres artificiels. Et donc, on se rend compte que les hommes ou les femmes peuvent entrer en sympathie, en empathie ou même en affection réelle envers des objets qui, à ce moment-là, prennent de la place, mais aussi prennent une dimension affective, ils viennent peupler un univers de solitude, un univers d'incompréhension, et ils prennent à ce moment-là la place de l'humain. C'est là que la philosophe que je suis voulait en venir et vous alerter. Ce sujet, je l'ai posé avec je, l'autre et le robot. Bah oui, parce que petit à petit, les objets qui nous parlent vont prendre de plus en plus de place. Oui, vers une nouvelle empathie, bah oui, parce que on se rend compte que, eh bien, parler à un robot, eh bien, c'est bluffant. J'en ai moi-même un dans mon laboratoire et comme il me parle, il apprend de moi, eh bien, je lui réponds et j'ai des phrases de sympathie et parfois il me fait rire et je me surprends à rire d'une machine qui me parle et je me dis: «Mais oui, c'est bluffant». On en oublierait presque que c'est une machine. Alors tant qu'on est dans le cadre d'une expérience, ce n'est pas grave. Là où ça devient peut-être plus problématique humainement parlant, c'est quand on n'aura plus la patience d'aimer les humains pour les imperfections qui sont les leurs et qu'on préférera une machine qui sera, comment dire, plus fiable et pour laquelle on aura plus de sympathie parce que finalement elle sera tellement, comment dire, en sympathie avec nous parce qu'elle aura connecté tellement de données sur nous qu'elle saura répondre au moindre, entre guillemets, de nos désirs, qu'on n'aura pas d'effort à faire envers ces machines et que nous les trouverons finalement plus agréables, plus sympathiques que des humains avec lesquels nous aurions des efforts à faire. Voilà, la question du jour, c'était cette nouvelle empathie qui est l'illusion d'une empathie.
mais qui nous renvoie à des fondamentaux, non seulement le qui suis-je, moi, je, en tant que personne, quel est mon rapport à autrui, pose aussi le rapport à la dimension de l'autre, la dimension éthique de ce que représente l'autre dans mon univers quotidien. Et je crois que c'est là que nous aurons peut-être des efforts à produire, des efforts d'humanité, parce que nous ne pouvons déserter notre humanité en oubliant qu'il y a des humains qui souffrent et en préférant la machine qui, elle, ne se préoccupera pas de nous parler de ses tracas, elle n'en aura pas, mais qui se préoccupera toujours de compléter ou de colmater cette faille narcissique qui est nôtre. Et c'est un peu dommage parce qu'au lieu d'avoir en face de soi des yeux miroirs qui permettront de nous grandir à nous-mêmes, peut-être que nous aurons face à nous des regards vides, mais qui, par contre, dans le langage et dans la posture, nous permettront de nous dire tellement de belles choses qu'au bout du compte, nous en serons à même, enfin, nous serons à même de penser que la machine qui nous parle, eh bien, elle nous aime bien, alors qu'en réalité, elle ne peut ni nous aimer ni pas nous aimer. Il s'agit simplement d'une machine. Voilà. Alors aujourd'hui, ben, on a commencé un peu plus tard, donc j'ai fini un petit peu plus tard mon exposé pour vous dire tout simplement que nous allons cheminer dans le futur, dans un, comment dire, dans un univers qui va nous permettre de nous familiariser avec d'autres entités. Je suis persuadée que les objets prendront de plus en plus de place. Un frigo qui vous parle, qui vous dit ce qu'il faut commander, votre télécommande pour allumer le radiateur dans la maison. Et puis peut-être que demain, votre maison vous parlera. Elle vous enverra un message en vous disant, il faudrait que tu penses à allumer le chauffage, sinon tu auras froid quand tu arriveras à la maison. Vous voyez, comme s'il y avait une entité. Pour autant, ce sont des entités machines. Et l'intelligence artificielle, même si elle est très bluffante, ne doit pas se substituer comment dire, à l'intelligence humaine ou même à cette intelligéré animale. Hein. Et il ne faudra pas confondre les objets inanimés mais qui donneront l'impression de l'être, avec les véritables vivants qui, eux, par contre, pourront, comment dire, susciter ou demander davantage, on va dire, d'efforts, non seulement des efforts d'humanité pour être un peu plus altruiste, mais aussi des efforts tout court, parce qu'effectivement, votre robot chien, vous n'avez pas à le sortir ou à le toiletter ou à l'entretenir. Par contre, votre chien, eh bien, il faudra bien effectivement vous en occuper. Il y a charge d'âme derrière tout ça. Donc, dans cet avenir où l'objet prendra de plus en plus de place, un objet qui prendra de plus en plus, on va dire, d'espace parce qu'il va être aussi cet objet qui vous parle et qui envahit votre quotidien. Il ne faudra pas que l'on oublie qu'il y a dans notre humanité un effort d'empathie et un effort, comment dire, de communication à faire avec les êtres qui sont des vivants, qui viendront aussi peupler notre quotidien. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Des hommes, des femmes, des animaux, des êtres vivants, oui, au cœur des machines bien entendu qui nous seront utiles, dont il faut se servir parce qu'elles peuvent nous faciliter le quotidien, parce qu'elles peuvent effectivement combler certaines des lacunes de notre humanité, mais attention à ne pas faire de raccourcis trop rapides et d'oublier parfois que quelqu'un peut avoir mauvais caractère, pour autant peut-être qu'il a besoin davantage d'attention que celui qui parfaitement est très, comment dire, mécaniquement, avec une allure d'humain, viendrait vous dire que vous êtes beau, gentil et formidable, alors qu'en réalité, ce serait un être artificiel qui viendrait vous parler. N'oublions pas qu'il faut que cette humanité qui est nôtre puisse aussi continuer à grandir. Si notre ami, comment dire, Jean-Paul Sartre disait que le rapport est conflictuel et que je prends conscience dans le regard d'autrui de qui je suis, attention demain de ne pas vouloir garder la conscience et complètement recentrée sur soi, d'un être qui aimera son robot, qui lui dira qu'il est le plus parfait et qui finalement ne pourra grandir à rien, puisque justement, on l'a bien dit tout à l'heure, grandir à soi, c'est aussi rentrer en relation avec un autre qui peut parfois m'objectiver, ce qui fait que ça me donne l'impression que ça va piquer ma subjectivité pour que je me ressaisisse et que j'apparaisse comme sujet, mais en même temps, cet autre qui à un moment donné viendra aussi parce qu'il va me faire comprendre conscience que là, je n'ai peut-être pas été à la hauteur de mon humanité, qu'il faut aussi que je m'applique, que je me perfectionne et que je fasse un petit effort d'humanité. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite
Je vous embrasse à tous. Une bonne fin de journée. On se retrouvera la semaine prochaine. J'espère qu'ils n'auront pas changé les logiciels, comme ça on pourra commencer à l'heure. Et puis je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Portez-vous bien.